Lady vous écoute vous retrouve aujourd'hui pour parler de sujets de société. Lady vous écoute @gmail.com. Si vous voulez participer à notre émission, n'hésitez pas à nous écrire. Nous allons aujourd'hui revenir sur le regard que porte notre société, nos sociétés, sur les femmes notamment, puisqu'elles sont une partie de la population. Pour en parler, 4 invités qui ont accepté notre invitation. Merci de les recevoir avec nous. Ila Yao, bonjour Ila. Bonjour. Vous êtes la gérante de Yao Communication et à vos côtés, nous avons Jonathan Woods. Bonjour Jonathan. Bonjour tout le monde. Vous êtes le fondateur de Eucalypton. Vous êtes anthropologue dans l'une de vos formations, j'ai envie de dire initiale. Oui. On reviendra dessus si vous le voulez bien. Oui. Avec nous, Varvara Alfred, bonjour. Bonjour. Madame la consultante en ressources humaines. Et David Gaoussou Kouma, monsieur, bonjour. Bonjour Lady. Vous êtes le directeur de ADK Consulting. Vous avez la parole, je vous la laisse. Voulez-vous nous parler de votre activité, monsieur, s'il vous plaît? Ah oui, je vais bien, avec grand plaisir. Je vais la partager avec tout le monde. Je m'appelle effectivement David Kouma. Je suis le directeur général d'un cabinet conseil en stratégie qui s'appelle ADK Consulting Afrique, qui est un cabinet qui intervient dans le développement international et spécialisé Afrique, qui a plusieurs axes d'intervention dans le renforcement du développement politique, économique, social et culturel de l'Afrique. Merci pour cette présentation. Vous nous direz au cours de cet échange comment est-ce que, ou pas du tout, vous prenez en compte cette autre moitié de la population, non pas pour faire du saupoudrage, mais dans le fond, parce que c'est un sujet de fond. Je voudrais, Jonathan, vous donner la parole sur ce sujet, mais avant cela, Eucalypton. Pourquoi Eucalypton ? Eh bien, mon père était australien, donc il y a un petit clin d'œil à l'eucalyptus. Mais l'étymologie de Eucalypton veut dire bien caché. Et donc, ma démarche est de mettre mes clients en avant et de ne pas trop rouler les mécaniques. Et donc, Eucalypton, c'est cela. Mettre vos clients en avant, vous êtes au bon endroit. Dans Lady vous écoute, nous aimons bien mettre tous les profils en avant et en particulier ceux des profils qui parfois n'ont pas cette visibilité. Ila Yao, vous avez certainement un regard, vous qui travaillez dans la communication. Quel regard portez-vous justement sur cette autre moitié de la population? C'est très simple. Yao Communication est né d'un vrai besoin parce que de nombreuses entreprises ont du mal à se faire entendre, parce qu'elles ont du mal à trouver la bonne stratégie. Donc, je suis là pour les accompagner à redéfinir cette stratégie et qu'elle soit alignée aussi bien à leurs objectifs et à leurs valeurs. Voilà qui est dit. Quand on parle donc des ressources humaines, il y a des hommes, il y a des femmes. C'est récent, j'ai envie pratiquement de le dire, qu'à la direction de ressources humaines, on ne trouve plus seulement des hommes. Il y a des femmes dans tous les domaines, mais c'est vrai qu'il y a certains domaines où il faudrait un peu plus de femmes, parce que j'ai travaillé donc, dans tout ce qui est domaine numérique. Il y a encore un manque au niveau des femmes. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans ce domaine, le domaine informatique, l'intelligence artificielle, bien qu'il y ait des domaines où on peut trouver des femmes qui ont accompli de belles choses, comme ChatGPT. Il me semble que c'est une femme qui a participé donc, à la réussite de ChatGPT, OpenAI. Il me semble, c'est ça. Donc, les femmes, on en a besoin dans le domaine numérique. On en parle beaucoup de tout ce qui est intelligence artificielle. Et j'aimerais beaucoup qu'on fasse aussi un clin d'œil aux femmes et pour les pousser un tout petit peu à se dire, on peut le faire, on peut arriver à faire de grandes choses dans ces domaines-là qui sont généralement avec des hommes. On peut le faire aussi, donc les femmes peuvent accomplir de belles choses. Allez-y. Vous l'avez entendu, amis téléspectateurs, téléspectatrices, vous avez donc votre pleine place chacun dans ce monde qui va si vite. Je voudrais, Jonathan, que nous revenions sur ce que fait Eucalypton. J'ai tout à l'heure dit que vous aviez ce regard d'anthropologue. Je pense que quelque part, c'est en lien étroit avec ce que vous proposez aux communes, aux villes. Voulez-vous nous en parler ? Alors, ce que je propose est une offre relativement standard d'accompagnement stratégique au développement des entreprises, des ONG et des municipalités en transition. Mais je suis très intéressé par tout ce qui se passe en Afrique. Je trouve que c'est un continent où il y a de l'avenir, où il y a beaucoup de choses à faire et que j'ai une offre qui est pertinente à des entreprises là-bas.
Alors, vous nous disiez en préparant cette émission que quand on pose un regard sur la ville, elle est faite comme elle est faite, elle est proposée, mais peut-être que les individus ne sont pas pris en compte. Quand on vient construire un gymnase, par exemple, dans une ville, dans une commune, est-ce qu'on a consulté, est-ce que seulement on a consulté les jeunes, en tout cas ceux qui vont en être les usagers, rien n'est moins sûr. Oui, trop souvent, je pense en Afrique, on a envie de mettre en place des infrastructures qui ressemblent au reste du monde. Et il y a trop peu, à mon avis, de consultation des différentes populations qui vont bénéficier de ces infrastructures. Donc je pense que c'est important d'avoir un regard et une démarche pour vraiment identifier qui va être les populations bénéficiaires. David Gaoussoukouma, monsieur ne nous dit pas que cela est fait en Europe, que de consulter nécessairement les bénéficiaires des infrastructures. Voulez-vous apporter votre regard sur ce que vous venez d'entendre? Est-ce que c'est le fait de l'Afrique uniquement, essentiellement, ou est-ce que c'est un peu partout pareil finalement? Et puis sur l'idée que l'Afrique veuille ressembler à l'Occident. Oui, on pourrait dire que l'Afrique veut ressembler, ou en tout cas prend exemple des modèles qui fonctionnent, des modèles économiques, des modèles stratégiques qui fonctionnent dans le monde. Et on en parlait dernièrement, le modèle de l'économie chinoise. Donc l'Afrique, effectivement, essaye de prendre des modèles qui fonctionnent pour développer tous les secteurs d'activité en Afrique. Mais par contre, effectivement, en termes d'acteurs de la société civile, nous n'avons pas les mêmes besoins et les mêmes évidences en Afrique que sur l'international, qu'en Europe ou ailleurs. Mesdames, je voudrais bien vous entendre dessus. Faut-il pouvoir avoir la liberté de reproduire le modèle que l'on trouve agréable pour soi de manière tout à fait subjective, ou faut-il chacun rester cantonné à sa fenêtre? Je pense qu'il est important de garder son identité tout en prenant ce qu'il y a de positif à l'extérieur. La question de l'identité. Je rejoins Barbara sur ce point-là. Effectivement, il est beau d'aller voir ce qui fonctionne dans d'autres pays. Il est beau de voyager et de prendre des notes, comme on dit, mais reproduire bêtement, c'est impensable selon moi, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes idéaux, on n'a pas les mêmes coutumes ni cultures. Et c'est en cela que j'apprécie également d'aller en Asie, comme je l'ai fait dernièrement au Japon, et de découvrir en fait les univers qu'ils ont pu construire, mais tout en s'adaptant à leur mode de vie. Et c'est ça que l'Afrique doit prendre vraiment en compte, s'adapter. On ne vient pas construire, comme j'ai envie de dire, regouverner, entre guillemets, un territoire. On devrait alimenter ce territoire avec des constructions nouvelles qui soient alignées, encore une fois, aux coutumes. Si j'entends ce que vous ne nous dites pas, d'aucuns, donc sous toutes les latitudes, chacun regarde, apprécie, reproduit et s'adapte, et vous seriez en train tous les quatre de nous dire que l'Afrique, à elle toute seule, donc ne ferait que du copier-coller mal adapté? Ah, pas forcément. Non. On n'a pas tout dit encore. Lady vous écoute. Effectivement, il faut conserver ses cultures et ses valeurs. Ça, c'est inné. C'est, pour moi... intrinsèque. Exactement, inéluctable. Donc, mais par contre, effectivement, après, il faut savoir aussi s'adapter aux méthodes qui fonctionnent, s'adapter aux choses qui fonctionnent, tout en conservant son identité, comme Barbara l'a dit. Quand vous parlez d'identité, revenons sur qui est-ce qui construit l'Afrique? L'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui, par qui a-t-elle été construite? Parce que faut-il s'interroger vraiment sur... Est-ce le fait des Africains qui auraient construit l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui, ou n'est-ce pas autre chose pour ne suivre aucun regard? Qu'en pensez-vous? Et il faudrait peut-être dire les choses jusqu'au bout. Si on doit aller dans le fond, il faut aller dans le fond du sujet, parce que le survoler... On sait très bien que l'Afrique n'a pas été construite dans sa grande majorité par les Africains, qu'aujourd'hui on a hérité d'infrastructures, de ponts, d'immeubles qui ont été construits par des populations qui n'habitent même pas l'Afrique. Donc ils sont simplement venus implanter un modèle de vie, j'ai presque envie de dire une caricature de vie.
J'ai dû vous faire à tous les quatre une césarienne pour que cela sorte, parce que vous étiez tous partis pour nous faire comprendre que l'Afrique copie. L'Afrique, c'est personne, c'est un continent. Les Africains copient-ils? Rien n'est moins sûr. Si vous êtes d'accord pour détendre l'atmosphère, maintenant que je vous ai suffisamment crispé, nous allons partir ensemble écouter quelque chose sur lequel je voudrais que vous puissiez réagir. Ceci se passe donc au mois de décembre 2024, lors du forum Women's Link au Cameroun, à Yaoundé précisément. Le forum Women's Link, donc organisé par Side Africa Resources. Je salue toujours Monsieur Christian Mandengue, son promoteur. C'était l'occasion d'entendre des personnes très actives, des femmes notamment, mais pas que, nous s'exprimer sur ce sujet. Nous écoutons ceci et nous revenons dessus après. Je viens de faire un projet sur les vendeuses de rue, d'accord? On n'entend pas. Sur les femmes dans les marchés. Voilà, la femme... beaucoup de femmes arrivent, elles n'ont pas d'endroit où elles vont aller aux toilettes, par exemple. Elles ont des règles, elles ne peuvent pas aller travailler parce qu'elle va se changer où quand elle a ses menstrues. Elle a son enfant sur le dos. Combien de femmes d'école boxeuses, vous voyez, avec leurs enfants sur le dos? Et c'est compliqué, elles ne peuvent pas travailler de nuit, alors que c'est généralement certaines, c'est la nuit qu'il y a plus de bénéfices à se faire. Si je braise de poisson, en journée, j'ai quasiment, enfin à part à midi, c'est terminé quoi. Or, c'est des femmes... Elles ont aussi des maris pour certaines, d'autres les hommes les ont abandonnés depuis. Enfin, comment font-elles pour capitaliser avec toutes ces barrières quand le cadre urbain n'offre rien? Et là, c'est même, ça rejoint la politique. S'il y a des politiques qui doivent être mises en place, si on veut accompagner ça, parce que c'est bien beau de nous dire à nous, oui, on peut se positionner, où je suis positionnée, je me prends ma palette, je me pose sur la rue, je vais vendre. À un moment donné, quand j'ai mes règles, je ne peux pas vendre. La nuit, j'ai peur, on va m'agresser. Les hommes me menacent, les policiers me menacent. Il y a tellement d'obstacles pour les femmes. Donc je me dis qu'il faut quand même mettre un certain nombre de préalables. Moi, les leadership féminin, je suis d'accord. J'aime simplement le fait qu'elle se lève, qu'elle bosse, qu'elle ramène de quoi manger sur la table. Elle est une femme leader. Elle est une femme leader. Il faut l'accepter, il faut le comprendre. Mais qu'est-ce que nous, collectivement, la société, la politique, l'urbain, tous les acteurs institutionnels autour font pour accompagner ça? Donc c'est aussi une question de vision. C'est bien beau de dire qu'on est 4 milliards ou je sais pas 27 milliards, je sais pas, je connais pas les chiffres, qu'on est 3 fois supérieur aux hommes. Et après, j'ai envie de m'investir. Mais moi, j'aime surtout, c'est comme quand on parle beaucoup de féminisme. Moi, le féminisme, je trouve que c'est important de le mentionner, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a des femmes qui sont courageuses, qui ne s'attardent pas à ces notions qu'on leur donne, qui sont totalement des critères d'occidentalisation. Avez-vous, a-t-elle parlé de féminisme, oui, sauf erreur de ma part? Non, elle n'a pas parlé de ça, Ah. mais c'est vrai que quand elle parle d'efforts, de travail, etc., ce sont des notions qu'on a tendance à oublier et on a souvent tendance à dire, en fait, le féminisme, c'est de se dire que les femmes, elles peuvent y arriver, etc., il faut qu'elles y arrivent, mais en fait, on oublie aussi les difficultés qu'ont certaines femmes, mais elles y arrivent quand même. C'est-à-dire qu'elle a mentionné le fait que certaines femmes se lèvent, travaillent, malgré des difficultés, elles se lèvent, elles font les efforts. Et elles n'ont pas cette notion de féminisme. C'est pourquoi je ne comprenais pas que vous en parliez, parce que je ne me souvenais pas de l'avoir. C'est juste pour rappeler qu'en Occident, on aime souvent parler du féminisme, alors qu'en fait, finalement, il y a des femmes qui n'ont pas ces notions-là, mais qui finalement se lèvent tous les jours, ont des freins, mais font quand même des efforts. Ilayao. Oui. Les femmes ont des freins, certes. Moi, j'ai eu une petite anecdote. J'étais dans un club d'entreprise. Donc, en tant que membre du club d'entreprise, je fais ma présentation, comme tout le monde, une fois par mois. Et le gérant, en fait, vient me voir et me dit « Ila, tu as 3 problématiques ». Donc, je l'écoute avec sérieux en me disant « Il va me donner une information que je n'ai pas ». Et il me dit « Tu es jeune, tu es noire ». Était une femme. Et j'ai souri parce que je me suis dit, ce qu'il n'a pas vu comme des forces, il en a fait des faiblesses. Sauf que je ne le vois pas comme ça. Je suis certes une femme, j'ai certes une charge mentale plus importante. J'ai même commencé en étant maman solo. Donc la difficulté d'être entrepreneur en étant maman était présente, mais ça ne m'a pas arrêtée. Parce que je considère que même si les infrastructures ne nous aident pas à avancer, c'est dans la résilience et dans la proactivité qu'on arrive à s'en sortir. Donc ces femmes qui sont courageuses, il faut les applaudir. Elles sont nombreuses. Elles sont souvent en train de travailler dans des conditions qu'on ne peut pas
qu'on ne peut même pas envisager parce qu'elles se lèvent très tôt. Elles se couchent très tard, elles ont une charge de travail très importante, elles ne sont pas aidées, mais elles façonnent l'économie aujourd'hui. Elle façonne l'économie. C'était Muriel Bissek, architecte de son État, qui a donc porté ce propos. Et je voudrais vous laisser réagir à cela, Jonathan, en rapport avec cette manière de construire les villes, l'urbanisme et tout ce qui s'ensuit. Nous disions tout à l'heure, sans nécessairement prendre en compte les usagers. Et pour le cas qui nous concerne dans cet extrait, les usagères, certainement voulez-vous réagir aux quelques questions qui ont été posées? Tout à fait. J'ai envie de réagir par rapport à une tendance qui inquiète beaucoup, c'est l'urbanisation galopante. Les gens quittent les petits villages et vont vers la grande ville, et il y a une concentration humaine, et ça contribue aussi à l'exode du pays, et à essayer de traverser la Méditerranée pour venir en Europe. Si on arrive à apporter des infrastructures dans les petits villages, je pense que ça peut beaucoup aider. Pour l'instant, on a un modèle de développement de l'infrastructure électrique qui est très européenne à travers l'Afrique. Je veux dire par là qu'en Europe, nous avons des grosses centrales de production d'électricité, qui peuvent être nucléaires, de gaz, etc. Mais en Afrique, il y a de l'énergie partout. Il y a du soleil, il y a de l'eau, il y a du vent, pas toujours dans les mêmes quantités partout. Mais si on retournait le paradigme pour mettre en place des mini-réseaux d'électricité locale, autonomes, conçus pour être raccordés entre elles, et in fine à faire le réseau national, plutôt que de dire on commence par les villes et on tire le réseau le plus loin possible vers les endroits reculés, ça serait peut-être un modèle. Mais de nouveau, on a tendance à suivre ce qui se fait ailleurs et de ne pas réaliser toutes les richesses qu'il y a sur place. Vous n'avez donc pas entendu la question de Muriel Bissek, Jonathan. Je vous la pose à vous, David Gaoussou. Avez-vous regardé au tableau? Que demandait cette dame? Pour vous embarrasser, bien évidemment. Oui, elle disait, parce qu'on entend bien les infrastructures, mais la question c'est, pourquoi est-ce qu'il n'est pas pris en compte le fait que parmi les vendeurs, il y a des vendeuses, il y a des réalités? Pourquoi est-ce que rien n'est fait au niveau de l'hygiène et tout ce qui s'ensuit pour qu'elles soient dans les meilleures des conditions? Parce qu'effectivement, moi je vais prendre justement, j'allais répondre à ce qui a été exposé par cette dame, qui a effectivement touché à la réalité malheureuse de ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai l'impression que c'était plus du côté soit de l'Afrique ou des îles, parce qu'elle a parlé de palette, on pose sa palette et on vend de la marchandise. Et nous, chez nous au Mali, on appelle ça tabletigui. C'est les vendeurs de produits qui sont à même les routes. Ce sont des femmes, effectivement. Et c'est pour ça que j'allais dire que les femmes jouent un rôle très important dans l'économie. Et sur le plan de l'Afrique, c'est d'ailleurs même nous, le cabinet, nous passons par des réseaux de distribution de femmes pour le développer dans le domaine commercial, des produits ou autres, pour pouvoir mettre en avant les produits comment on pourrait dire ça, de façon concrète devant les clients, le public, etc. Et ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ces femmes-là, j'allais dire qu'il y a des freins, quelque part, mais il y a des solutions aussi. Les femmes trouvent des solutions. Parce qu'elle a parlé aussi du fait que les femmes travaillent la nuit et que c'est dangereux. Elle a parlé du fait qu'elles travaillent aussi dans des environnements dangereux. Mais elles trouvent toujours des solutions pour pouvoir mettre en œuvre leur activité et produire de la valeur ajoutée. Elle trouve des solutions, mais peut-être que si les conditions étaient idéales, peut-être qu'elle n'aurait pas besoin de faire autant de contorsions, tout simplement. On parle là des femmes, des vendeuses. Quand on parle, par exemple, dans les écoles, souvent, la question des sanitaires, elle est épique, que ce soit en Occident ou en Afrique. On voit bien que quand on va, alors c'est peut-être quelque chose dont tout le monde n'a pas forcément perçu la pertinence, parce que quand on est un homme, on va dans les toilettes des hommes. Quand on va dans les toilettes des femmes, s'il y a 6 toilettes, 3 pour les femmes, 3 pour les hommes. Chez les femmes, on ne peut jamais accéder parce que les femmes, elles vont là-dedans, elles ont des enfants qu'elles y accompagnent, donc il faut attendre longtemps. Et si on est très pressé, il faut aller dans les toilettes des hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle, messieurs? Ça ne devrait pas être. Ça ne devrait pas être.
En précisant que vous n'êtes pas mis au banc des accusés. C'est juste votre regard qui... Après, ce qui peut poser problème aussi en Afrique, ou par exemple, je connais aussi Haïti, c'est que souvent, on est dans la résilience. On accepte sa situation, on n'a pas cette tendance à se dire, on va porter notre voix par le biais d'une personne ou deux personnes. Par exemple, en entreprise, en France, il y a ces notions de représentants. Donc, représentants, la relation sociale, donc les femmes, par exemple, qui vont échanger, ou les hommes qui vont échanger avec les patrons, etc. Nous, on n'a pas ces notions. On va porter notre voix, porter la voix des femmes sur des problématiques qu'on rencontre sur le terrain. Et ça, c'est des choses qu'on devrait peut-être développer davantage, dire, en fait, collectivement, vous avez la possibilité de vous organiser dans chaque corps de métier et porter votre voix, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de votre métier. Il y a des façons de travailler. Et en fait, on a tellement cette tendance, cette culture d'accepter sa situation que parfois, ça peut nous poser problème. La problématique qu'elle a, c'est parce qu'elle a évoquée, c'est parce qu'elle est femme, qu'elle a échangé avec des femmes et en fait, finalement... Ah non, c'est parce qu'elle est architecte. Oui, aussi. Oui, c'est pas parce qu'elle est femme, c'est parce qu'elle est architecte qu'elle a fait un constat. Oui. Elle a fait un constat, mais finalement, en soi, c'est pas la voix des femmes sur le terrain qui a été entendue. C'est une personne qui a cette nature de porter la voix, de porter des idées, des choses qu'elle a pu constater. Mais on n'a pas, en fait, on va dire le témoignage de ces femmes qui se disent, on va s'organiser, en fait, finalement, porter nos voix au niveau de la politique, se faire entendre. On n'a pas cette culture. C'est pas assez développé. Je pense que c'est quelque chose qui est typiquement lié à ces... On va le retrouver aussi en Asie. En Asie, c'est comme vous avez des usines qui travaillent aussi dans ces notions où on accepte des conditions de travail qui, parfois, en Occident, jamais on accepterait. Parce que culturellement, on a cette tendance de travailler selon le pays dans lequel on vit. Et en fait, en Afrique ou, par exemple, dans les Caraïbes, on vit, on fonctionne, on accepte certaines situations et en fait, on a du mal à se lever et se dire on va finalement essayer de changer les choses. Au début de cette émission, il était dit qu'il faudrait que l'Afrique s'adapte. Donc là, quand l'Afrique s'adapte donc à la réalité, on dit qu'il faudrait qu'elle sorte de cette adaptation parce que c'est de la résilience et il faudrait qu'elle donne de la voix. Donc que faut-il faire, Hila? Je pense qu'à un moment donné, il faut trouver des solutions déjà en interne parce qu'on a souvent tendance... Je parle pour beaucoup de pays africains, à attendre que ce soit l'Europe qui amène des solutions. Alors qu'en interne, on a des possibilités de trouver des solutions et pouvoir aider ces femmes. Pourquoi les autorités n'aident pas plus? Pourquoi les pouvoirs publics n'aident pas plus? Hier encore, j'étais au théâtre de Longjumeau en train de parler des associations qu'on appelle les héroïnes invisibles, parce qu'il y a énormément de femmes qui tiennent des associations et qui portent beaucoup d'entraide à d'autres personnes en situation de précarité, de difficulté, et elles ne sont pas aidées. Aujourd'hui encore, elles tapent sur la table en demandant de l'aide. Donc, cette problématique n'est pas simplement liée à l'Afrique, elle est liée aux femmes, à tout ce que ça englobe d'être une femme, en fait. Est-ce qu'elle est liée aux femmes ou est-ce qu'elle est liée au regard ou à la considération ou au peu de considération, et je ne voudrais même pas forcer le trait, où que l'on puisse être. Parce que finalement, la répartition des sanitaires, ainsi que je le décrivais, et ce n'est pas une perception subjective, on le constate, c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que cela est propre à un regard qui n'est pas forcément malveillant, mais qui, dans une certaine spontanéité, ne prend pas nécessairement en compte des spécificités, Jonathan? Oui, je pense que les garçons ne sont pas éduqués à prendre en compte les besoins des filles autant. On vit dans une société où c'est dominé plutôt par des attentes masculines. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'il faudrait exploiter à aider les jeunes garçons en passant à l'adolescence, de s'interroger qu'est-ce que c'est que d'être un homme au XXIe siècle. Dans Lady vous écoute aujourd'hui, nous allons donc écouter la réponse à cette question cruciale. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme au XXIe siècle, Jonathan, d'après vous? D'après moi, c'est de développer des relations d'écoute et d'amitié avec l'autre sexe, et pas simplement, on vit dans une société qui est très sexualisée, qui est très porté sur les relations de couple et de relations d'amour, etc. Mais je pense que de plus en plus, on doit apprendre à être beaucoup plus collègues, camarades, amis entre hommes et femmes. Et on n'est pas éduqué tellement à développer ces aspects-là. Je sais que vous attendiez à ce que vous repreniez la parole à ce sujet, David. Nous vous écoutons. Moi, je voulais tout simplement dire, ce serait de
justement créer un équilibre parfait avec la femme, que ce soit sa conjointe, que ce soit une amie, que ce soit une sœur, que ce soit toute personne autour de nous dans notre environnement. C'est trouver le parfait équilibre, le respect, hein, une union parfaite, et derrière développer effectivement, si on parle de conjoint ou de femme, de développer correctement ce que nous allons entreprendre ensemble, que ce soit sur le plan familial ou que ce soit sur le plan professionnel. C'est de trouver justement le parfait équilibre pour pouvoir entreprendre beaucoup de choses. J'entends déjà les questions des téléspectateurs qui se disent est-ce que cet équilibre parfait existe seulement? Mais avant cela, si vous voulez bien, vous nous avez fait état de ce travail que vous faites au travers des associations de femmes. Si vous voulez bien revenir sur ce point-là, justement, est-ce qu'elles sont, elles, dans une dynamique qui leur bénéficie forcément aussi, ou est-ce que c'est parce que vous avez identifié là un moyen d'écouler les produits et les services, peut-être? Comment cela est-il articulé? Alors là, c'est assez complexe, mais je vais essayer de le synthétiser. S'il vous plaît. Voilà. Parce que nous, effectivement, nous avons déjà créé une base de données. Nous avons recensé toutes ces coopératives et ces collectivités en Afrique, qui sont, pour la plupart de ces coopératives, des groupes de femmes, qui sont des productrices, qui sont dans les champs. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que les femmes entreprennent énormément du côté africain. Et d'ailleurs, souvent, les femmes prennent le rôle de l'homme. Elles prennent la responsabilité de l'homme dans la famille. Parce que souvent, les hommes, il y a des métiers dans lesquels, bon, encore une fois, ça c'est un indicateur qui est basé sur la valeur, sur la culture et la religion. Parce que c'est pour ça que je voulais rebondir sur ça tout à l'heure, c'est très important. Parce que vous avez même parlé tout à l'heure aussi, je rebondis, je fais une petite parenthèse du schéma des toilettes. Eh bien, chez nous, au Mali, et en partie dans l'Afrique de l'Ouest, nous avons par exemple des toilettes mixtes. Chez nous, les femmes et les hommes vont dans les mêmes toilettes. Est-ce que c'est un choix de la mixité en l'état ou est-ce que c'est... je vais y arriver. Oui, c'est tout simplement, non, c'est tout simplement culturel. C'est l'environnement qui a été comme ça. Il n'y a pas eu de séparation. En effet, voilà. Pardonnez-moi, oui. Je voulais parler des toilettes publiques. Oui, publiques. Oui, je voulais parler des toilettes publiques, pardonnez-moi. Oui, publiques, hein, d'accord, parce que sinon... Oui, non, parce que bien évidemment, dans tous les lieux, où que l'on soit au pôle Nord ou au pôle Sud, quand c'est dans l'espace privé, en général, il n'y a pas forcément de séparation. Non, mais attention, là-bas, il y a des toilettes, c'est mix, hein. Il n'y a pas forcément de séparation homme-femme. Hein. Oui. Ça dépend des endroits où on va, etc. Hein. Absolument. Voilà. Donc, et pour rejoindre effectivement ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux associations des femmes, tout à l'heure Jonathan en a parlé, et nous sommes déjà en train de créer des concepts d'incubateurs qui interviennent dans les zones rurales pour éviter justement cet exode rural dont a fait partie mon père, qui a quitté son village pour aller à Bamako, et de Bamako, immigrer vers l'Europe. Et donc nous, pour éviter cela, que ce soit pour les femmes ou les hommes, nous créons de la valeur ajoutée sur place, dans les zones rurales. Exactement. Et c'est très important. C'est le nerf de la guerre, justement. Et donc, nous accompagnons ces femmes pour pouvoir, justement, faire de sorte qu'elles soient dans un environnement commercial sécurisé, dont a parlé la dame tout à l'heure. Oui. Nous faisons de sorte de les accompagner pour qu'elles soient d'une part sécurisées et qu'elles puissent s'épanouir dans leurs activités. C'est très important. Alors, ces environnements sécurisés, en quoi justement consiste cette sécurisation? Alors, nous, ce qu'on fait en Afrique, c'est qu'on leur permet d'être accompagnés par exemple, des commerciaux, des hommes, des jeunes. Comme ça, on donne aussi du travail, on crée de l'insertion professionnelle, on crée de l'emploi. Et donc, ça permet à ces femmes d'être entourées de plusieurs personnes pour pouvoir vendre leurs produits et être dans l'épanouissement total. Ila Yao, est-ce que vous êtes d'avis que la sécurisation de l'environnement de ces femmes procède non pas de l'espace ou d'autres mesures que de la présence des jeunes, des hommes, justement? Parce que l'architecte Mireille Bissek disait on peut se faire agresser, on peut se faire violer. En général, c'est quand on est une femme plutôt par un homme. Ce n'est qu'une question. Je pense qu'en fait, qu'il y ait des hommes à leur côté
dans leur environnement de travail ou pas, ce n'est pas ça qui solutionne en fait la problématique. En fait, la problématique, c'est pourquoi on impose aux femmes les mêmes conditions que les hommes. Parce que ce propos-là peut aller très loin. C'est pas seulement les toilettes, c'est pas seulement la sécurité. Ça va aussi dans le congé maternité. On demande 3 mois, on propose 3 mois aux femmes. Si elles veulent garder leurs enfants plus longtemps, c'est problématique. Celles qui décident d'allaiter plus longtemps, c'est problématique. Donc, en soi, je pense qu'il faut aller plus loin et de se dire, il faut que toutes les mères aujourd'hui éduquent leurs enfants, hommes et femmes, à se dire, il faut soutenir l'autre. Parce que le garçon qui a grandi dans une maison où on lui a dit, occupe-toi de toi, sans te préoccuper de la femme, de ta sœur, ne va jamais se préoccuper de sa femme ou de sa sœur en grandissant. Donc en fait, c'est toute une éducation, toute une nouvelle façon de promouvoir la femme qui doit commencer dès le bas âge. Qui est-ce qui éduque les enfants? Les mères. À elles toutes seules? Pas que les mères, mais il y a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui mamans solo. Donc, ces femmes-là, elles ont tendance à avoir 2 éducations quand elles ont 2 enfants, par rapport aux garçons et par rapport aux filles. Et donc, ces garçons-là ils prennent souvent le rôle de l'homme à qui on ne laisse rien faire. Ils prennent le rôle d'un homme qui n'est pas là, qui plus est. Exactement. Et donc, on ne leur assigne aucune tâche. Au contraire, on les laisse éclore, j'ai presque envie de dire, pendant que la femme est rivée, la jeune fille est rivée dans la cuisine, à s'occuper de toutes les tâches ménagères, pendant que son frère est en train d'apprendre. Pendant que son frère est en train d'apprendre la fameuse phrase qui dit que la place de la femme, c'est... Dans la cuisine. Dans la cuisine. Tout le monde est fâché avec cette phrase, je n'ai toujours pas très bien compris pourquoi. Je voudrais, Jonathan Douce, vous poser tout de même une question. Ila nous disait, on propose aux hommes comme aux femmes des conditions identiques. Alors, est-ce que quelque part, ne pourrait-on pas s'interroger dessus? Parce qu'en même temps, on demande une égalité d'accès aux droits identiques. Et dans le même temps, on entend dire, mais il ne faudrait pas que ce soit pareil parce qu'on a d'autres réalités. Qu'en pensez-vous? Mais les femmes et les hommes sont quand même différents. La chose on est d'accord. fondamentale, c'est que les femmes reproduisent l'espèce humaine. Et pas toutes seules, soit dit en passant. Non, mais comme on a dit, il y a beaucoup de mères seules, l'homme disparaît. Et c'est un peu partout dans le monde. Peut-être c'est plus accepté dans certaines cultures africaines. Mais il faudrait effectivement avoir cette reconnaissance que la femme assure les choses et elle bénéficie d'avoir un homme qui est là à ses côtés s'il est là, mais elle assure néanmoins. Et je pense que c'est ça vraiment une question fondamentale de l'humanité. C'est que la mère s'occupe de ses enfants et le développement de la relation entre les hommes et les femmes au XXIe siècle, dans un monde international, multiculturel, doit s'interroger et engager ces questions. Barbara. Oui. On parlait d'éducation. En fait, on a tendance à parler beaucoup du patriarcat. Et en fait, on parle pas peu du matriarcat et du fait que en fait, les femmes ont toujours eu un rôle à jouer. Moi, je parle de mon éducation. J'ai toujours eu des grands-mères, des arrière-grand-mères qui avaient un rôle principal. Des femmes qui travaillaient, qui n'avaient pas besoin d'hommes à côté, mais qui avaient des hommes à côté. Et c'était essentiel, l'éducation de la mère, parce qu'effectivement, ce qu'on configure comme éducation, ça vient de la mère. Mais effectivement, on va dire la direction même de l'éducation, c'est entre la mère et le père. Donc c'est ça en fait. Et le rôle que va jouer l'homme plus tard, c'est à travers l'éducation, c'est ce que tu disais, ce que vous disiez, donc c'est important. Et c'est important aussi qu'on se rende compte aussi dans la société que la femme, malgré tout, on attend beaucoup plus de choses de notre part. On attend des choses en tant que mère, on attend beaucoup plus en tant que femme. On doit travailler, on doit s'occuper de la maison, on doit en même temps être des professionnels, on doit en même temps rattraper le même retard que les hommes. Mais en fait, finalement, toujours rester des femmes et finalement rattraper aussi en tant que chef d'entreprise. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est difficile. Alors que l'homme a toujours passé son temps à évoluer. C'est normal, on l'a créé pour ça. Il doit être celui qui gère la famille. Et en fait, finalement, nous, on doit rattraper tout ça. Mais comment on fait si la société ne prend pas conscience de ça? Moi, je préfère qu'on parle de complémentarité sur le rôle.
On parle de complémentarité, mais pas forcément du côté... Oui, il y a des droits, on veut les mêmes droits sur certains aspects, mais le fait de se dire qu'il faut la complémentarité, c'est prendre conscience que la femme, malgré tout, on a des choses à rattraper et on a aussi un rôle qui est beaucoup plus que l'homme, sans réduire le rôle de l'homme. Effectivement, c'est ce que je pense. Sans réduire. C'est mon avis. Sans Si je réduire. puis me Alors, permettre. question à tous les quatre. Pourquoi est-ce que ce conflit persiste? Pourquoi y a-t-il cette perception de la part des femmes, notamment, vous l'avez décrit longuement, qu'on leur demanderait qu'il y aurait une injonction sociétale à devoir faire un certain nombre de choses, dans le même temps que lorsque les femmes ne peuvent pas accéder à telle ou telle autre sphère, elles-mêmes le regrettent, ce qui, je veux dire, en tant qu'être humain, pouvoir faire ce que l'on pense pouvoir faire, est-ce finalement une inadéquation personnelle? Pourquoi crouler sous ce fardeau et percevoir cela comme un karma? C'est le poids du regard de la société, en fait. Il y a mais quel regard? Est-ce que, de manière concrète, quel regard? Concrète, l'injonction d'être une femme parfaite, d'une mère parfaite, c'est comme je le dis, la société. La société attend de la femme qu'elle soit à la fois mère, chef d'entreprise, parfaite à la maison et au travail. Ila Yao, pardonnez-moi de vous faire préciser. Qui est la société? Où est-ce qu'il est écrit « femme, faites ci, faites ça » C'est vrai que j'allais rebondir sur le fait... Je vous laisse rebondir. Il y a deux pans déjà différents. Il y a le côté, il y a l'Afrique, les îles et l'Occident. Pour moi, c'est différent. Il y a aussi, il a parlé de ça tout à l'heure, tout de suite, elle a parlé de la maman solo. Tout de suite. Pourquoi on ne parle pas de toutes les catégories? D'abord le couple, comment ça fonctionne, comment on le décompose. Après, effectivement, la mère isolée ou le papa isolé, etc. Donc il faut décomposer d'abord les choses, en définir après une analyse précise qui va dans le fond de certains développements autour de la femme et de l'homme ou des couples. Mais il y a aussi justement ce qui s'ajoute à cela, du côté des deux pans, là encore une fois, la religion, la culture et les valeurs, qui sont différentes de l'Afrique à l'Occident. Si on prend, et encore, en Afrique, il y a plusieurs aussi décompositions, parce qu'il y a la culture musulmane où la femme doit rester dans son foyer. Elle n'a pas le choix. Par exemple. D'accord? Alors qu'en Europe, vous avez la chance, vous les femmes, de pouvoir intervenir dans des métiers. Tout à l'heure, elle a parlé de la nuit, alors qu'il y a des femmes qui interviennent la nuit en Europe, en Occident, qui travaillent dans plusieurs secteurs d'activité et qui n'ont pas de compte à rendre forcément à l'homme. Alors qu'en Afrique, dans certains pays, ce n'est pas la même chose. D'où la question de tout à l'heure, je vous laisse la parole Jonathan, d'où la question de tout à l'heure, vous l'avez si bien décrit, c'est-à-dire que ce qui est fait d'un côté qui n'est pas autorisé d'un autre, là où cela est autorisé, c'est perçu comme un fardeau, là où ça n'est pas autorisé, c'est perçu comme un fardeau. N'y a-t-il pas quelque part lieu de trouver le juste milieu et de ne pas en faire un dogme? Je vous rends la parole, Jonathan, pardonnez. Je vais simplement dire qu'il y a des dysfonctionnements très importants en Europe. Quand un couple, des mariés ou vivant en couple, ça ne va plus, tout le monde dit c'est dommage, c'est comme ça. En Afrique, de manière générale, je pense, il y a une famille qui est autour, plus large, et qui leur tape la tête ensemble, disait écoutez, arrangez vos problèmes, etc. Taper la tête ou encourage à ce que le taper? Ce que je suis en train de dire, c'est que le couple en Europe aujourd'hui... Le poids des mots. Le couple en Europe aujourd'hui est laissé un petit peu à gérer son destin tout seul. Et en Afrique, il y a toujours cette notion de famille étendue qui a caractérisé l'humanité depuis ses débuts. Et sur ce point-là, juste sur le couple laissé tout seul, est-ce un choix du couple de ne rien savoir, de ne rien avoir, de ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit? Un choix donc de vivre son couple dans son coin? Ou est-ce que c'est le fait de la société qui laisse les couples tranquilles d'après vous? Je pense que c'est l'évolution technologique, l'évolution économique qui font que les nouvelles familles se fondent et vont vivre quelque part et que leurs parents, leur famille étendue ne sont pas, vraiment engagés. Oui. Donc en Europe, on est tellement... Et aux États-Unis, on est tellement focalisé sur l'économie et de se développer et de gagner de l'argent que souvent on néglige des choses qui sont encore valorisées
en Afrique et dans d'autres cultures asiatiques ou en Amérique du Sud. Ila Yao, je vous ai interrompu, je vous prie de me pardonner, je vous rends la parole. Si vous voulez bien nous parler du rôle des hommes surtout, parce que vous l'avez évoqué, mesdames, les femmes ci, les femmes ça, mais quelqu'un a dit tout à l'heure le rôle de l'homme. Alors, c'est quoi le rôle de l'homme en réalité, d'après vous? Ou plutôt qu'attendez-vous qu'il puisse être considéré comme étant le rôle de l'homme? Je pense qu'un homme a le rôle qu'on veut bien lui attribuer. Certaines femmes voient en leur homme une béquille, donc elles s'appuient complètement sur lui, et d'autres le voient comme justement un ami qui est là pour compléter ce qu'elles ont lancé, ce qu'elles projettent de faire. Et donc chacune a une vision en fait de comment doit être son couple. Donc avoir la définition du rôle de l'homme, c'est me demander trop. À ce jour, je considère que... Je prends des notes, vous l'avez évoqué, donc... Je pense, parce que je suis moi-même maman d'un petit garçon, oui. Je l'amène à la cuisine, ce que ma mère n'a pas fait avec moi. Elle ne m'a pas amenée à la cuisine parce qu'elle m'a dit « tu dois être calée dans tes études ». Ce qui a marché, puisque j'ai bien fait mes études jusqu'au bout, avoir plusieurs diplômes d'affilée, j'ai fait tout ce qu'elle attendait de moi. Mais j'ai regretté de ne pas avoir été à la cuisine, comme certaines. Mais puisque vous emmenez votre fils à la cuisine, ça veut dire que tout va bien. Exactement. Donc je l'amène à la cuisine pour lui faire comprendre les réalités aussi de demain, parce que c'est pas que la femme qui doit être à la cuisine, c'est pas que la femme qui doit s'occuper du foyer, c'est l'homme et la femme. Donc si il est déjà initié, pour lui, ça sera naturel d'aller aider sa femme. Varvara, ce rôle de l'homme, vous l'avez évoqué, vous aussi, le rôle de l'homme. Après, pour moi, le rôle de l'homme, ça dépend de la génération. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération. Chaque génération apporte son lot de problèmes. Le rôle de l'homme, ça va vraiment... C'est en fonction de la société. C'est culturel. Il y a aussi des choses qui sont propres, qui sont naturelles. Parce qu'on parlait du rôle de la femme, le fait d'avoir des fardeaux. Mais en fait, finalement, il y a aussi un fardeau sur l'homme. On s'attend... À la bonne heure. Oui, on s'attend aussi à... Enfin, une parole sensée dans cette émission. Oui, les hommes. Messieurs, vous avez des fardeaux, oui. Cela est pris en compte. Non, quand même. Et en fait, finalement, ça dépend de chaque société. La société évolue. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération. Je parle souvent à mes élèves, parce que je donne des cours donc, à des élèves en école de commerce. Souvent, je leur dis, en fait, finalement, votre génération... Vous critiquez notre ancienne génération, donc génération X, Y, etc. Mais en fait, c'est ce que vous allez voir avec la génération Alpha. Ils vont arriver avec des nouvelles normes, des nouvelles conditions. Chaque rôle sera différent. Aujourd'hui, on parle d'hommes, femmes, mélangés. Enfin, chaque génération apporte un rôle à chacun. Et en fait, c'est à nous de savoir comment gérer ce genre de situation, comment faire en sorte que chacun soit heureux, en fait, finalement, dans son rôle, sans qu'il y ait une femme qui se sente... responsable d'être une femme ou un homme qui se disent en fait finalement est-ce que je dois faire plus d'efforts parce que je suis un homme. Messieurs, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les hommes dans la société d'après vous? Alors, moi je voulais rebondir sur quelque chose de très important. Rebondissez s'il vous plaît. Parce que depuis tout à l'heure, quand on échange, je réfléchis en même temps, je regarde un peu, j'analyse les enjeux, les environnements. Et vous savez, quand on parle d'enjeux justement, de difficultés pour la femme, je vais vous donner un exemple très simple qui va nous démontrer l'importance des enjeux et de l'environnement, la culture et tout le reste en fonction d'un regard géographique. Regardez les femmes leaders dans le monde. Les femmes leaders que nous rencontrons, qui peuvent aller faire des carrières, développer des carrières politiques, etc., du côté de l'Afrique, vous n'en avez pas beaucoup côté Afrique de l'Ouest. Ça ne fonctionne pas à cause de la religion, la culture, etc. En Afrique anglophone, vous avez des femmes leaders. Ça démontre déjà un peu les filtres qu'il peut avoir en fonction des enjeux, des cultures et des religions. En Europe, beaucoup de femmes, parce que moi je suis revenu d'Afrique il n'y a pas très longtemps, et c'est ce que j'ai remarqué, en Europe, ou en Occident et ailleurs, on a beaucoup de femmes leaders. D'accord ? On a des élus, on a des femmes qui sont élues, et qui ont la possibilité de pouvoir développer une carrière de cette envergure, alors que dans d'autres environnements, elles ne peuvent pas le faire. D'accord ? Si nous avions 52 autres minutes, je vous demanderais de définir le mot leader. Parce qu'en Afrique, justement, il y a vraiment des femmes leaders. Simplement, dans la notion de ce leadership, il n'y est pas mis ce qui est mis au CAC 40, ce qui, d'aucune manière, ne les disqualifie du leadership. Mais je voudrais que l'on revienne quand même sur quelles sont, d'après vous, Jonathan, en attendant que David réfléchisse à sa réponse, quelles sont les difficultés des hommes au XXIe siècle, d'après vous ?
Je pense qu'on vit dans une société où on donne beaucoup d'attention à la question qu'on débat ici, les femmes. Il y a pas mal d'initiatives pour donner de l'assurance aux femmes, de groupes et de coaching, etc. Mais pour les jeunes garçons qui arrivent à l'adolescence, ils doivent se débrouiller un peu tout seuls. Je ne pense pas que les pères en Occident, et je ne sais pas en Afrique, vraiment aident leurs enfants, garçons, à devenir un homme aujourd'hui, dans le XXIe siècle. Je crois qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de matière pour les femmes de se dire, on a un rôle transformé. Et je pense que les garçons, parfois, sont un peu laissés pour compte. Ils sont un peu perdus. Et les hommes, donc, les hommes déjà hommes, quelles sont les difficultés auxquelles vous pensez qu'ils soient confrontés? Je pense que les hommes sont confrontés à devoir peut-être nager à contre-courant de sa formation et de s'occuper de choses qui étaient dans le foyer plutôt féminines, en plus de s'occuper des choses bien masculines. C'est quoi les choses masculines? Quand vous devez réparer le toit ou bien la voiture, c'est des choses qui sont attribuées normalement à des hommes. D'accord. Et ça ne veut pas dire que les femmes ne savent pas les faire. Bien sûr que mais non. Il y a une allocation de... Une répartition des rôles. Répartition des rôles. Répartition sociale des rôles. Oui. Répartition des rôles sociaux. Voilà. David, alors quelles sont les difficultés d'après vous auxquelles sont confrontés les hommes dans leur posture d'homme, socialement parlant? Ça tombe très bien parce que j'ai fait justement le parcours Occident-Afrique et Afrique-Occident. Donc ça tombe très bien. Quelque part parce que je l'ai vécu, la différence, étant avec la même femme, hein, je vous rassure, pendant tout le parcours. Et la difficulté de l'homme... Vous nous dites là que c'est le lieu qui fait la différence, donc? L'environnement, c'est pour ça que je te parlais de l'environnement avec la culture, les valeurs et la religion. Mais quand on rentre chez soi, la porte que la porte est fermée, on demeure le même homme que l'on soit à Pétaouchnok ou à... Pareil, comme je vous dis, j'ai un vécu et j'ai remarqué qu'en France, effectivement, la femme, comme elle a des droits, sachant psychologiquement qu'elle a ses droits, elle demande certaines exigences. Des attentes. Des attentes, des exigences qu'elle ne demanderait pas si elle était... En tout cas, elle n'a pas les mêmes attentes selon l'endroit où elle se trouve du fait de la culture, c'est ce que vous voulez nous dire. Tout à fait. C'est complètement différent. Moi, je l'ai remarqué. Hein. Et donc, quelles sont les difficultés? Parce que c'est important de le savoir, parce qu'on peut parler des femmes pendant 300 siècles, mais il est important de parler des hommes et de libérer la parole, parce que nos téléspectateurs, messieurs, sont suspendus à vos lèvres, espérant qu'enfin, vous allez faire valoir leurs sujets, leurs droits, bien sûr. Donc, vous disiez, pardon, je vous interromps. Oui, non, mais voilà, je disais qu'il y a une différence, que ce soit sur le plan familial, le plan financier. Il y a des choses qui diffèrent parce que j'ai entendu d'ailleurs un discours la dernière fois où on disait tu es l'homme, donc c'est toi qui dois assurer tout. Même si moi j'ai un salaire, je n'ai pas à débourser quoi que ce soit de mon salaire parce que c'est toi l'homme, c'est toi le responsable. Vous voyez? D'accord. Ça c'est un discours que j'ai entendu côté Occident. Oui. Alors qu'en Afrique, c'était pas le même discours. C'est quoi le discours en Afrique? Tu gagnes beaucoup d'argent, ma chérie. C'est ton argent à toi parce que c'est... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, ça arrive ici aussi. Hein, c'est pour ça que c'est c'est une analyse pertinente. Hein, c'est une analyse assez complexe. Mais qu'en pensez-vous d'ailleurs justement? Qu'en pensez-vous de ce que ça et là, les critères puissent changer et qu'en est-il de la posture de l'homme? Où vaut-il mieux être un homme donc, d'après vous finalement? En Afrique. Moi, j'ai deux exemples sur le... Alors, en Afrique, pourquoi en Afrique? Ben, on va pas... Non, mais on marche dans la vérité, dans les... vous écoute, vous pouvez tout nous dire. Mais, culturellement parlant, la femme se dit que l'homme est responsable à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines. Et elle va moins fighter, comme on dit, elle va moins revendiquer en tout cas certaines choses que si elle est en Europe, côté Europe-Occident, qui donne des droits justement, qui donne aussi dans les mœurs, qui lui permet dans les mœurs de pouvoir développer, s'émanciper dans des valeurs qu'elle ne retrouverait pas en Afrique. C'est tout à fait vrai. En Europe aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes de 30 ans et plus revendiquent une sexualité
un peu masculine. Qu'est-ce que c'est une sexualité masculine? C'est-à-dire, elles veulent avoir des jouissances, être épanouies sexuellement, et elles ne tolèrent pas que l'homme prenne son plaisir et s'endorme. Et je crois que ça, c'est souvent un peu inquiétant pour les hommes qui, autrefois, pouvaient compter sur une certaine attitude tacite de la femme. Une passivité. Une passivité. Alors, et donc, je peux ajouter, Oui, allez-y. souvent, les femmes en Europe, si je cherchais un peu le schéma, et parfois des femmes veulent porter le caleçon à la place de l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? Mais est-ce que, comme on arrive bientôt au terme de l'émission, Oui. la question que j'ai entendu ce que vous dites, la question que je vous pose à tous les quatre, y a-t-il, d'après vous, pas lieu d'envisager que chacun puisse paisiblement vivre sa posture, qu'il soit en Occident, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit en Europe? N'y a-t-il pas de voie pour vivre tout cela sereinement? Faut-il toujours se définir en creux vis-à-vis de l'autre et vouloir ce qu'on n'a pas, vouloir ce que l'autre a, ou alors l'obtenir tout en râlant? Ne pensez-vous pas qu'il y ait une voie tout de même? Tout dépend de la conception qu'on a justement de la définition du schéma de la conception familiale ou de couple. Tout dépend de tout à chacun. Hein. Vous l'avez dit, Voilà. tout un chacun. Tout à chacun. Donc, est-ce que vous nous dites que chacun a néanmoins, au milieu de toutes les injonctions présupposées, la latitude de vivre cela à sa manière et selon ce qui lui convient ou lui convient? Ben, moi, en tout cas, dans notre schéma à nous, moi, je suis avec une femme congolaise. Donc, dans son schéma conceptuel de la relation de couple ou familiale, elle sait que l'homme est responsable. D'accord? Il est positionné en tête, entre guillemets. Hein, je veux pas... Et après, maintenant, comme je disais tout à l'heure, il y a un équilibre à créer. C'est comment dire, une complémentarité qu'il faut créer avec la femme. D'accord? Dans le respect mutuel, tout simplement. Le respect. Oui. Le respect. Oui, c'est le fond. Alors, je voudrais vous donner à entendre un dernier extrait que nous avions, toujours de la conférence Women's Link. C'est peut-être de rajouter une couche, puisqu'on a commencé par cela, à la condition de celle des femmes qui sont dans des situations difficiles. J'aime à rappeler que ça n'est pas que le sort des femmes seulement, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui triment, et que partout où il y a un être humain, il y a certainement avantage à reconsidérer la situation de cet être humain pour optimiser ses conditions de vie, parce que tout le monde en bénéficie. On va regarder ceci. C'était donc une autre intervenante en la personne de Félicité Oyono, présidente de l'association Félicité Oyono, Association pour les gardes malades. Nous regardons ceci dans cette conférence donc. Qu'est-ce qui est fait dans les marchés pour les femmes qui sont qui doivent être là du matin jusqu'au soir, qui ont leurs règles, qui doivent aller aux toilettes, etc. Quand elle a dit ça, ce qu'on fait, c'est qu'on doit noter cela et aller maintenant dans les marchés pour assainir les marchés, pour savoir si dans les marchés il y a des toilettes. On ne va pas écouter simplement parce que ce qu'elle dit est réel. Il y a des femmes que moi j'ai vues assises, elles avaient posé leur kabangondo comme ça sur la poubelle. Oui, c'est-à-dire qu'une poubelle, mais à tel point qu'elle ne voit même plus la poubelle. Au milieu des vivres qu'elle vend, elle vend les vivres sur la poubelle. Cette femme-là, quand elle est assise là, excusez-moi, même les problèmes, pardonnez-moi, mais vraiment, les problèmes de hygiène intime, ça peut venir de là. Quand tu es assis sur une poubelle, ce qui exhale, ce n'est pas quelque chose de pur. Tu peux tomber malade, tu peux avoir même un cancer des années plus tard parce que tu t'es assis pendant des années sur une poubelle. Mais les gens passent des politiques, les gens passent sans se voir cela. Ce que moi j'espère, c'est que tout ce qu'on est en train de dire ici, qu'au sortir d'ici, on puisse aller frapper haut pour dire voilà le problème que les femmes ont réellement. Lorsqu'on dit aux femmes de prendre la voiture pour aller vendre des vivres et qu'elles sont dans une voiture où normalement c'est prévu pour 5 personnes, ils sont 12 dans la voiture et qu'elle est perchée en haut là-bas sur la voiture et qu'elle peut tomber parce qu'elle est obligée de vendre quand même son manioc ou alors son plantain, excusez-moi, on ne tient pas compte de la femme à ce moment-là. Merci Félicité Oyono pour ce rappel. Donc, nous voulions conclure cette émission sur cet aspect-là. Vous donner de la matière à réflexion. Nous avons épilogué sur les hommes, sur les femmes. Je voudrais, en rendant l'antenne, vous remercier à tous les 4 d'avoir participé à cet échange. Amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Et comme le disait Madame Oyono dans son allocution, il faut prendre des notes et aller frapper haut. Alors, on va frapper haut. Les hommes, les femmes, la paix est possible. Genèse, chapitre 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide
semblable à lui. Et puis, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, chacun son rôle. Merci et à très bientôt.